Donc, je suis Laurence Alnemi du cabinet Wavestone. Donc, juste en deux mots, le cabinet, nous sommes un cabinet de conseil. La marque Wavestone est assez récente puisqu'elle a 2 ans d'existence aujourd'hui. Nous sommes issus du rapprochement de Solucom et de Kurt Salmon. Donc, c'est le mariage de l'expertise technologique et le conseil en stratégie et en management. Nous sommes 2800 collaborateurs avec une antenne à Nantes et vous avez pu nous voir sur le salon, sur la salle principale. Voilà, donc je dois vous parler voilà, de l'IoT en santé et du bouleversement du secteur de la santé. Voilà. Voilà. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'étapes à franchir avant de pouvoir être à la pleine utilisation de l'IoT. Donc, ce que je vous propose d'aborder, c'est les conditions aujourd'hui de marché et la situation de la santé aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre de conditions favorables et on va s'y pencher. Maintenant, il y a un certain nombre de freins aujourd'hui. Donc, on va aborder l'approche technologique et puis l'approche de l'utilisateur, donc le patient, la personne en tant que telle, le rôle des professionnels de santé, et puis on élargira en conclusion sur la place de la e-santé dans l'écosystème et voir finalement la manière dont ça peut s'organiser. Donc la santé aujourd'hui, c'est ce que l'on se souhaite lors des vœux de bonne année. C'est la première chose que l'on se souhaite les uns et les autres, c'est d'abord une bonne santé, parce que la santé c'est important, on en a tous conscience, et c'est finalement pour la majorité d'entre nous, 81% de la population française, la première préoccupation. On a tous conscience que c'est un patrimoine qu'il faut le préserver. C'est tout naturel quand on est en bonne santé. Quand on commence à l'être moins, on se rend compte de son rôle et de l'importance. Donc les frais de santé aujourd'hui sont excessivement élevés, donc on est à quasiment 257 milliards d'euros, donc le chiffre en tant que tel, c'est un chiffre. Maintenant, ce qui est important à mettre au regard, c'est la croissance de ces dépenses de santé. Quand on dit dépenses de santé, c'est au sens le plus large qui soit, c'est pas seulement les dépenses de santé de la sécurité sociale, c'est l'ensemble de ce que l'on consomme, donc l'ensemble des dépenses, et y compris nos propres dépenses. Ces dépenses sont en très forte croissance et en croissance par rapport au PIB. Donc la forte croissance, c'est une multiplication par 3 depuis 1950, donc c'est extrêmement important. Et par rapport au PIB, en 1985, les dépenses de santé représentaient 7% du PIB. Aujourd'hui, on est à 11%. Et malgré toutes les réglementations qu'il y a eu, toutes les initiatives que le ministère de la Santé ont pu avoir depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on est toujours sur cette tendance croissante. Donc il y a un véritable problème à résoudre aujourd'hui parce qu'on arrive à une équation qui est à la limite de l'équilibre, voire on est aujourd'hui déjà en déséquilibre. Donc, en fait, il va falloir qu'on change une donne, et le numérique peut être une solution. Je dis peut-être parce qu'en fait, on n'est qu'au tout début de l'histoire et il faut véritablement passer un certain nombre de paliers avant d'y arriver de manière effective. Donc, pourquoi est-ce que l'on pressent qu'on peut avoir des conditions favorables? C'est qu'aujourd'hui, si on prend l'ensemble de la population française, sachant que la population française est extrêmement hétérogène, à la fois géographiquement, à la fois socialement, à la fois en termes d'âge, sur l'ensemble de la population, il y a 43% des Français qui ont déjà utilisé une application de santé. Donc c'est quand même c'est extrêmement important. Donc en ce sens, on peut considérer qu'il y a des conditions qui sont favorables aujourd'hui. Par contre, ce propos est à nuancer parce qu'aujourd'hui, 47% des Français qui ont utilisé estiment avoir une très faible expérience avec ces objets connectés. Donc c'est sur ces éléments-là qu'il faut pouvoir se pencher pour pouvoir aller un cran d'après.
Donc aujourd'hui, si on est plein de bonnes résolutions, à la fois de sa propre initiative ou poussé par son médecin ou poussé par son employeur, ce qui sera de plus en plus le cas avec les directives que pousse le ministère de la Santé, on se trouve face à une multiplicité d'offres. Aujourd'hui, il y a 165 000 applications qui se disent être une application relative au bien-être et à la santé. Applications et objets connectés. Donc comment faire le tri dans tout cela? Est-ce que ces applications se connectent aujourd'hui les unes entre elles? Aujourd'hui, on voit bien que non. Donc la première préoccupation déjà, c'est par rapport à l'ensemble de ces applications, par rapport à l'ensemble de ces objets. Si on arrivait à avoir une interopérabilité de ces applications, ça permet d'additionner ces données et de pouvoir les faire parler. Un exemple tout simple, si aujourd'hui on va courir sur la plage, on a les données de sa course et puis on n'additionne pas l'ensemble des données que l'on a pu avoir, que l'on a pu faire au quotidien si les deux objets ou les deux applications ne sont pas connectés. Donc si on avait son Apple Watch quand on est allé courir et si on a son iPhone, les deux étant du même écosystème, ok, les données se parlent, mais si on n'est pas dans ce système-là, ça ne fonctionne pas. Donc, le point le plus important, ça va être l'interopérabilité des applications et des objets. Donc, pour cela, en fait, il y a deux approches que l'on peut identifier. C'est une première approche qui est par les couches basses, donc le développement. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre à la fois d'opérateurs, de consortiums qui se lancent sur le fait d'imaginer, de mettre en place, de promouvoir des normes. Maintenant, il y a une véritable concurrence et il n'y a aucune norme qui émerge aujourd'hui pour pouvoir se positionner comme étant une norme de marché. Et pour être une norme de marché, il faut être une norme au niveau international, puisque le marché de l'IoT, c'est bien un marché international. Donc aujourd'hui, typiquement, il y a Microsoft qui a mis en place un consortium avec 200 autres industriels qui ont constitué donc ce consortium qui est Alcine Alliance. Et ils ont mis en place un langage qui est le langage Aljoin. Donc c'est une première initiative. Il y a d'autres initiatives comme l'Institut de l'électricité et de l'électronique qui ont mis en place une norme P2413. C'est encore une autre norme. Il y a une autre initiative en open source qui est le langage .dot. Et pléthore de normes. Il n'y a aucune norme qui sort aujourd'hui et qui émerge et qui va se positionner comme étant le leader incontestable. Pour pouvoir en arriver là, il va falloir avoir une réglementation qui impose d'utiliser un seul langage commun et qui soit utilisé par tout le monde. Donc, tant qu'on n'a pas cette réglementation, en fait, on ne va pas avoir cette unicité de langage et c'est pas forcément non plus évident de pouvoir, par la loi, réglementer les langages informatiques. Donc ce sujet-là, il n'est pas forcément intéressant d'attendre, en tout cas, d'avoir un langage commun pour se lancer. Une deuxième approche, c'est que l'on vise plutôt, c'est une interopérabilité par les couches hautes. Donc c'est-à-dire avoir finalement des hubs qui permettent de consolider l'ensemble des sources de données, de l'ensemble des objets et des applications. Donc typiquement, comme exemple, la société Monitorlink que nous avons invité à plusieurs reprises sur des salons organisés par Wavestone, donc propose ce type de solution, c'est-à-dire permet de mettre en place une couche de hub numérique et de collecter l'ensemble des données d'applications et d'objets connectés disparates, qui peuvent être écrits dans des langages complètement différents pour pouvoir faire parler les données et pour pouvoir offrir de nouveaux services.
Par contre, ces services étant offerts par cette société. Donc, du coup, ça limite encore les choses, mais c'est des partenariats qu'il faut pouvoir monter. En tout cas, c'est notre préconisation aujourd'hui, c'est d'aller dans ce sens. La MGEN qui a mis en place une initiative pour accompagner les patients atteints de maladies cardiovasculaires et qui travaillent avec Vivoptim, a également mis en place ce type de solution pour pouvoir aller plus avant dans la mise en commun de l'ensemble des données des objets connectés. Donc, une fois qu'on a passé la barrière technologique, donc, il faut pouvoir s'adresser aux besoins des individus. Maintenant, avant cette étape-là, il y a quand même un point qui est extrêmement important, c'est la rassurance par rapport à la technologie, la rassurance sur la sécurité des données. Donc, maintenant, les individus sont de plus en plus conscients de la fragilité des données, tout particulièrement des données de santé. Donc, il y a notamment eu des assureurs, notamment un assureur éminent qui a été obligé de retirer son offre du marché parce que il y avait véritablement un vent contre cette initiative, n'ayant pas suffisamment communiqué sur la sécurisation des données de santé. Donc c'est un point extrêmement important parce que la majorité, en tout cas la majorité des initiatives par rapport à ces objets sont complètement sécurisées. Maintenant, il faut quand même s'en assurer. Il faut surtout extrêmement bien communiquer vis-à-vis de la population sur, d'une part, la manière dont on doit utiliser l'objet et si on respecte bien l'ensemble de ces conditions, que les données sont complètement sécurisées. Voilà. Et ça sous-entend aussi un prix qui peut être élevé, mais c'est bien à mettre en parallèle de ces éléments de sécurisation. Donc l'IoT, donc plus particulièrement en santé, pour que l'on puisse avoir une véritable utilisation et une utilisation dans le temps, parce que c'est un sujet majeur, c'est le fait de pouvoir conserver pendant de nombreux mois l'utilisation de ces objets. C'est d'abord une hyper-personnalisation. Donc typiquement, on ne va pas aller dire à tout le monde c'est 10 000 pas par jour ou 10 km c'est facile, alors qu'en fait, selon les individus, c'est plus ou moins facile. On a plus ou moins envie. Et puis, on accède à l'application de manière différente selon les typologies d'individus. Donc, c'est d'abord une hyper-personnalisation de l'application, de l'objet, de la manière dont on va l'utiliser, et puis les objectifs que l'on va fixer aux différentes personnes. C'est la pédagogie sur l'équilibre bénéfice-coût pour pouvoir motiver les différentes personnes. Donc selon le bénéfice que la personne va pouvoir en retirer, elle va être capable de payer. Si typiquement quelqu'un qui est complètement insomniaque et pour qui la vie est en extrême fragilité, il va potentiellement être à même de pouvoir investir sur un objet s'il a la garantie que ça lui apporte un véritable bien-être. Maintenant, il faut être extrêmement pédagogue sur la manière d'utiliser l'application et on passe cette barrière. Aujourd'hui, il y a quand même encore 59% des Français qui considèrent que le prix de l'objet et d'éventuels abonnements des applications sont une barrière à l'entrée. Ensuite, il y a un sujet d'automatisation du parcours de soins. Donc ça fait écho également à l'interopérabilité des données, mais c'est faire en sorte qu'il y ait le maximum de choses qui soient automatisées pour en avoir une expérience utilisateur qui soit la plus intéressante possible et qui lui paraisse intelligente. Ensuite, pour pouvoir justement arriver à fidéliser l'utilisation de l'objet, c'est faire en sorte qu'il y ait une valorisation des actions réalisées. Et ensuite, cette valorisation, elle doit être personnalisée selon les individus. Certains ne voudront pas se considérer infantilisés et félicités à chaque fois qu'il y a une action. D'autres, au contraire, selon les personnalités, vont être tentés de rentrer dans un cercle vertueux. Et dès lors qu'ils vont avoir un petit bravo
ils vont avoir envie de continuer. C'est un peu le système qu'utilisent les réseaux sociaux. Hein. Dès lors qu'on poste quelque chose, on a un like, on est content, on en veut davantage, etc. Enfin voilà, le principe qui est très utilisé, notamment pour les adolescents, qui les rend quasiment addictifs. Mais finalement, c'est un principe qui serait intéressant aussi à utiliser pour s'assurer d'une bonne utilisation sur le long terme. Et pour cela, tous les systèmes des nudges permettent également de pouvoir insister, arriver à conserver les personnes le plus longtemps possible. Ensuite, dans cette même mouvance, il y a un certain nombre d'études aussi qui montrent que plus on va faire partie d'une communauté, d'une collectivité associée à ce type d'action, et plus on va être amené à être fidèle sur les actions que l'on va mener, inciter à réaliser les actions. Donc finalement, quand on est tout seul, on va essayer de faire des actions. Quand on est 2 ou 3 connectés sur l'application, alors on va être d'autant plus incité à en faire davantage. Donc ce système de création d'un collectif est très utile pour faire en sorte que les applications soient le plus utilisées possible, sans qu'on y mette derrière la notion de récupération des données du collectif. Ensuite, quand on parle de santé, on ne peut pas exclure, on ne peut pas ne pas parler des professionnels de santé. C'est extrêmement important, c'est même indispensable qu'ils soient au cœur du dispositif. Donc, pour cela, il faut qu'ils puissent à la fois être partie prenante dans la construction de l'application. Ça va sans dire, c'est extrêmement important de pouvoir avoir des préconisations qui soient en lien avec le corps médical. D'ailleurs, aujourd'hui, le corps médical, de façon à pouvoir être prescripteur d'applications et d'objets, souhaite avoir des labels, une labellisation, de façon à pouvoir être certain de la garantie de l'intérêt pour les patients, les patients malades ou bien portants de telle ou telle application. Ça doit pouvoir leur permettre à la fois d'avoir une relation patient professionnel de santé qui soit le plus riche, et puis ça doit permettre également aux professionnels de santé de gagner du temps sur ces tâches administratives. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre d'applications qui permettent de gagner du temps. Il faut pouvoir également les inciter, faciliter la vie du professionnel de santé. Par contre, un point de vigilance, c'est de pouvoir avoir une utilisation encadrée, et notamment encadrée en termes de responsabilité. Il ne faudrait pas tomber dans une extrémité qui consiste à dire que les données de santé sont mises à disposition du professionnel de santé en temps réel. Et donc, la responsabilité du professionnel de santé de réagir H24 s'il y a la moindre alerte pour une personne dans son panel, dans sa patientèle. Ce serait une erreur monumentale et ce serait un risque terrible, mais c'est une dérive qui peut tout à fait arriver, en fait. Donc, du coup, c'est d'être bien clair sur les responsabilités, donc sur l'intérêt de l'objet, l'intérêt de l'application, et sur la responsabilité que peut en avoir le professionnel de santé. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant et ce qui est une voie régulièrement explorée par le ministère de la Santé, c'est la construction d'un carnet de santé qui permettrait de consolider l'ensemble des données des objets connectés. C'est l'initiative du Blue Button qui est mise en place aux États-Unis. Cette initiative pour la France pourrait être véritablement intéressante. Et du coup, si on va un tout petit peu plus loin sur le e-santé de manière générale, en fait, on pourrait très bien ouvrir un système qui permet de pouvoir consolider, donc avec le SNIRAM qui aujourd'hui est déjà mis en place, qui est le gros décisionnel qui consolide l'ensemble des données des soins de l'ensemble des patients aujourd'hui. Si on le consolide avec l'ensemble des données des objets connectés,
Et puis l'ensemble des sujets de e-santé, hein, typiquement la téléconsultation. Alors on pourrait avoir un certain nombre de services complémentaires, donc à la fois au bénéfice des individus, donc qu'ils soient patients ou bien portants, et puis un certain nombre de services à destination des praticiens, des professionnels de santé, donc qui permettraient notamment de pouvoir interagir de manière sécurisée entre praticiens. Typiquement, aujourd'hui, quand les praticiens veulent échanger au sujet d'un patient, aujourd'hui, ils s'envoient les documents, les radios, etc., de manière absolument non sécurisée. Donc, je vous vois dire non. C'est très récent qu'on arrive à ce que ce soit sécurisé. Mais il n'y a pas encore si longtemps, ils s'envoyaient les documents comme ça par messagerie. Vous voulez réagir sur ce sujet? Non, monsieur derrière. Oui, tout à fait. Et souvent, en fait, ils sont dans l'urgence et ils n'utilisent pas complètement les messageries. Mais effectivement, c'est... Donc il y a encore du travail à faire. On est qu'au tout début de l'histoire. Et si on arrivait à multiplier les données au sein d'un même entrepôt qui permettent de pouvoir sécuriser l'ensemble de ces données, les mettre à disposition de services complémentaires, on pourrait arriver également à avoir davantage d'actions de prévention qui permettent de pouvoir, on l'espère, réduire les frais de santé. Donc l'objectif étant bien entendu d'arriver à rééquilibrer les systèmes de dépenses de santé. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir C'est un vaste sujet. Hein. C'est un sujet qui nous amène à beaucoup de choses projectives. C'est un sujet qui n'est pas du tout évident. Il faut que chacun se positionne. Les assureurs, aujourd'hui, cherchent à se positionner, donc mettent en place un certain nombre d'applications. Maintenant, ce qui est extrêmement complexe pour les assureurs, c'est de se positionner sur la prévention, puisqu'en fait, ils sont souvent sur des risques à court terme. Donc, qui dit risque court terme, dit initiative orthogonale par rapport à la prévention, puisqu'en fait, la prévention, ça a forcément un bénéfice à très long terme. Donc, du coup, c'est complexe également pour se positionner. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était assez peu la préoccupation de la sécurité sociale et du ministère de la Santé, parce qu'en fait, il y avait dans chaque projet de loi 2% des dépenses de santé qui étaient relatifs à la prévention. Les choses sont en train de changer et en fait c'est une voie que souhaite prendre Agnès Buzyn, donc de promouvoir énormément la prévention. Donc ça va permettre aussi de laisser la place à un certain nombre d'initiatives sur l'IoT, puisqu'en fait la majorité quand même de l'IoT est relatif à la prévention et qui permet de toucher le maximum de public. Oui, alors il y a notamment en fait, c'est toutes les maladies de longue durée. Donc typiquement le diabète, ça a beaucoup d'intérêt avec l'IoT, parce que du coup il faut promouvoir notamment l'activité sportive, il faut pouvoir suivre des soins de manière extrêmement régulière. Donc oui, tout à fait, l'IoT a beaucoup d'intérêt. Par contre, en fait, dans ce sujet d'écosystème, la problématique avec le diabète, c'est que c'est des soins qui sont aujourd'hui complètement pris en charge par la sécurité sociale. Donc du coup, il faut à la fois convaincre les individus qui ne sont pas encore dans le diabète de faire un certain nombre d'actions et de leur dire si vous cette pratique, si vous pratiquez, si vous avez telle hygiène de vie, etc., ça vous évitera de tomber dans le diabète. Donc en fait, il faut pouvoir s'adresser à la personne, au consommateur final
ou la sécurité sociale. Donc une fois qu'on est passé sur une personne qui est en situation de diabète, s'adresser à la sécurité sociale. Donc en fait, il faut rentrer dans un mécanisme de partenariat avec la sécurité sociale. Autre solution, c'est avec les employeurs, qui peuvent avoir, eux, intérêt à ce que toute leur population de salariés qui sont atteints de cette pathologie soient en meilleure santé possible pour pouvoir être en bonne situation. Et là, c'est compliqué d'adresser les assureurs, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui pas dans leur champ de remboursement. Donc en fait, c'est tout cet écosystème qui est assez complexe à appréhender pour arriver à se dire finalement, aujourd'hui, qui est financeur de telle et telle chose pour avoir l'intérêt à le dispenser. Et puis, comment est-ce que j'adresse ma population, sachant que sur ces sujets-là, c'est extrêmement compliqué d'aller s'adresser individu par individu. Donc, il vaut mieux passer sur des schémas de B2B2C pour arriver à pouvoir adresser un maximum de personnes et arriver à distribuer son produit de la manière la plus vaste possible et la plus rapide. Voilà. Et typiquement, quand je vous parlais de la MGEN avec Vivoptim, la MGEN, sur la majorité de sa population, sont également assureurs en régime obligatoire. Donc du coup, eux ont intérêt aussi à faire ce genre de choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.